Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialisé dans la réanimation hématologique et des grands brûlés et spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel entretien mortel, ces entretiens qui réunissent des chercheurs, des universitaires, des médecins, des philosophes, des pharmaciens, des patients, des gens qui sont très pour une fin de vie administrés, d'autres qui sont au contraire pour laisser une part à l'artisanat, à la créativité, à l'accompagnement humain, social et symbolique. Tout ça vient se télescoper dans un contexte législatif où la proposition de loi Falorni sur l'aide active à mourir, qui est l'autre nom euphémisé de l'euthanasie et du suicide assisté, et a été votée au Parlement par les députés et sera discutée par les sénateurs à la rentrée. C'est évidemment des choix de société très lourds et très profonds qui viennent secouer. Est-ce que, au fond, cette aide active à mourir est le symptôme d'une mort qui va mal dans nos sociétés occidentales postmodernes, ou est-ce qu'elles sont des évolutions, des progrès bienvenus pour aller libérer la dignité et la liberté de l'humain? Bon, j'ai évidemment mon point de vue sur la question, mais on essaye de mettre en scène les débats, les conflits à la fois idéologiques et conceptuels pour vous permettre de vous faire une idée, d'en discuter. Je pense que avant tout, cette mort doit redevenir intime, ne pas nous être confisquée, ne doit pas en être expropriée. Et au fond, même si c'est un sujet qu'on n'a pas envie de traiter, quand on ne le traite pas, cette mort suinte de partout dans notre société, où on voit des morts dans les films, etc. La proposition de ces entretiens mortels, c'est qu'au contraire, la mort redevienne un sujet au milieu de la table, dont on puisse avoir le droit de discuter et de se réemparer. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Favre, docteur Pascal Favre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous allez bien? Merci de votre accueil, je suis ravie d'être avec vous ce Ouais, matin. c'est un plaisir et un honneur. Vous êtes médecin, mais pas seulement, vous avez plusieurs cordes à votre arc et plusieurs facettes. Ce regard pluridisciplinaire vous donne justement une sorte de spécificité très intéressante parce que vous avez un DEA de droit et d'économie de la santé, et puis vous êtes doctorante, je crois, en éthique médicale. Vous avez beaucoup travaillé avec Emmanuel Hirsch et notamment vous avez produit des textes sous sa direction tout récemment. Et puis vous êtes auteur avec le docteur Jean-Marie Gomas, qui a beaucoup aidé et beaucoup contribué à la création et à la mise en place des soins palliatifs en France, d'un livre qui s'appelle Fin de vie, peut-on choisir sa mort, aux éditions Artege, sorti en 2022. Et pour moi, alors est-ce que j'oublie quelque chose dans votre présentation? Est-ce que Non, je pense que c'est très vous très bien, c'est parfait. avez envie de rajouter quelque chose? Mais ce qui m'a touché dans vos écrits, c'est la clarification conceptuelle. L'idée que, au fond, on n'utilisait pas les bons mots, et comme l'expression consacrée de Camus, utiliser les mauvais mots ajoute du malheur au monde, quoi, hein. Vous, au contraire, vous essayez de remettre les bons mots pour qu'on puisse penser à nouveau frais, une espèce de thanato-anthropologie, quoi. Est-ce que vous pouvez bien nous dire un mot justement de ce flou conceptuel autour Oui, de la alors fin de vie? effectivement, pour moi, la question du vocabulaire est absolument fondamentale, puisque à partir du moment où on n'utilise pas les bons mots, on ne peut plus avoir une pensée juste et on ne peut plus partager ensemble une réflexion. Puisque ce glissement des mots est évidemment tout à fait délibéré et volontaire pour laisser croire aux personnes que les discussions qui sont actuellement en cours devant le Parlement sont absolument une situation simple et facile alors qu'on parle de la mort. Et la difficulté, c'est que ce glissement se fait sur le long terme. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années, par exemple, qu'on parle de mourir dans la dignité, avec une association qui a accaparé le terme de dignité pour parler de l'association Mourir dans la dignité, comme si c'était la seule manière de mourir dans la dignité, en édulcorant absolument et en effaçant complètement le tragique de la mort. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on parle de la mort plus dans notre société, qu'il a évacué de façon extrêmement importante. J'allais dire de manière pas si ancienne, ça fait à peu près depuis les années 50 qu'on l'évacue petit à petit, parce que moi j'habite dans une région rurale et la question des veilles funéraires, le rapport à la mort dans le village était quelque chose d'encore existant il y a une cinquantaine d'années. Mais avec les modifications de la société, avec ce goût pour la performance et cette reconnaissance pour le bonheur, j'allais dire presque virtuel, mais en tout cas l'impossibilité de montrer ce qui ne va pas, on évacue la mort et on a l'impression qu'elle n'existe plus. Le terme employé dans le débat actuel, on parle beaucoup de mort choisie.
On parle d'une éligibilité à la mort choisie, c'est-à-dire que ce sont tous des mots qui sont positifs, qui donnent envie, qui attirent, et pas du tout en rapport avec, j'allais dire, la gravité de la situation, parce que toute mort est grave, toute mort est sérieuse, toute mort est tragique, pour la personne concernée bien sûr, mais aussi pour son entourage, et j'allais dire pour l'ensemble de la société. Le mot le plus pervers dans ce glissement, c'est évidemment l'expression « aide à mourir » qui est devenue maintenant absolument envahissante sur tous les terrains, puisque même dans le domaine de la santé, même chez les soignants, on parle d'aide à mourir comme si l'expression réconfortait et évitait de parler de la mort. Aide à mourir, on est dans quelque chose de positif, on est dans une aide, et alors que elle veut dire, en fait, cette aide à mourir, quand on l'emploie au niveau du Parlement maintenant, ça veut simplement dire euthanasie et suicide assisté. Nous assistons là, ici à quelque chose de particulièrement grave, puisque c'est une tromperie, tout simplement. Et on a vu avec des personnes qui ont beaucoup travaillé sur les mots, comme par exemple Victor Klemperer, qui travaillait sur la préparation, j'allais dire, des nazis, en commençant à tronquer et modifier le vocabulaire au long cours, que tout le langage bureaucratique qui exonérait de la tout le langage bureaucratique qui exonérait de la responsabilité en disant au fond ce sont les directives de notre et la déshumanisation, puisqu'on ne parlait plus de personnes pour tuer des juifs parce que c'était plus facile si c'était plus des personnes. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la gravité de ne plus employer le mot euthanasie et suicide assisté, d'abord parce que cette expression les confond, alors que ce sont deux choses tout à fait différentes, ça je pense qu'il faut y revenir, mais surtout parce que elle édulcore complètement la réalité de la mort qui est là. Et le suicide assisté, c'est un acte qui est complètement différent de l'euthanasie parce qu'il laisse à la personne la possibilité, moi j'aime pas beaucoup dire le choix parce que je suis pas sûre que ce soit un choix, mais en tout cas la possibilité de prendre ou non le produit mortel jusqu'à la dernière minute. Alors que l'euthanasie oblige à prendre un rendez-vous puisque c'est un tiers qui donne la mort et un tiers, en l'occurrence le soignant, en l'occurrence la plupart du temps le médecin, même si au Québec maintenant les infirmières peuvent pratiquer l'euthanasie. Donc il y a une prise de rendez-vous qui enferme la personne dans un processus. C'est comme une mise en scène en quelque sorte. C'est d'ailleurs souvent une mise en scène puisqu'on invite la famille à être là, on présente ça comme une sorte de fête. Moi, je trouve que c'est assez important de relativiser. Je suis pas sûre qu'on ait envie de boire du champagne autour de la personne que vous aimez qui est en train de mourir. Mais ça, c'est une question qui est beaucoup plus personnelle. C'est très important de différencier les deux, d'une part pour ces différents actes, mais aussi parce qu'on voit dans les pays qui pratiquent l'un ou l'autre que les évolutions sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pression dans les pays qui pratiquent l'euthanasie que dans ceux qui acceptent le suicide assisté. Alors, je vais mettre tout de suite un bémol à cette nuance, puisque dans le texte actuellement au Parlement en France, le suicide assisté tel qu'il est présenté ressemble beaucoup à une euthanasie, puisque il y a une exigence de présence d'un soignant à toutes les étapes, c'est-à-dire que le médecin doit vérifier que la personne correspond à certains critères, les critères étant très flous, je pense que nous y reviendrons, mais surtout le soignant doit être présent au moment de l'acte, au moment de la prise du produit par la personne qui déciderait de faire un suicide. Ce qui relativise complètement ce qui est présenté comme une liberté jusqu'au dernier moment de prendre ou de ne pas prendre. Nous avons un exemple très intéressant qui est celui de l'Oregon, puisque c'est un des États américains parmi une dizaine d'autres qui autorise le suicide assisté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'autorise depuis 1999, donc on a beaucoup de recul, et ils sont toujours à moins de 1% de décès par suicide assisté. Alors que, par exemple, le Québec, qui a légalisé l'euthanasie, est à plus de 7% et on dit qu'il sera peut-être même près de 10% en 2025, tellement les chiffres augmentent. Donc, il y a vraiment des différences d'évolution extrêmement importantes, comme si les pressions étaient radicalement différentes. Ce qui permet à l'Oregon de rester dans des chiffres, j'allais dire, assez minimes, c'est qu'il n'y a jamais de pression sur la personne. Il y a
des critères extrêmement stricts, avec des consultations avec des délais assez larges, c'est-à-dire à 15 jours à 1 mois, avec 2 médecins, avec des témoins qui ne sont pas intéressés par le décès du patient. Et puis surtout, une fois que la prescription du produit est faite, le patient peut ou non aller chercher son produit et peut ou non le prendre au moment où il le veut. Et il se trouve que d'une année sur l'autre, en moyenne, 30% des patients ne le prennent jamais et vont mourir de la mort liée à l'évolution de leur propre maladie. Donc je crois que c'est très très intéressant de bien utiliser les mots et de savoir, nous, dans notre pays, puisque une évolution semble inéluctable par une demande sociétale, savoir où nous voulons aller. Quand je parle d'évolution inéluctable, là encore, je pense que c'est important de ne pas se tromper sur les mots. On dit que, je ne sais plus, selon les sondages, 80% des Français seraient favorables à l'euthanasie. Mais en réalité, on ne leur pose jamais la question de l'euthanasie, on leur pose la question de l'aide à mourir. Et on sait très très bien que aide à mourir, dans la tête de la plupart des personnes, ça ne veut pas dire euthanasie. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'au Québec, il y a eu une enquête qui a été faite. On a interrogé des personnes de la population générale pour savoir ce qu'ils entendaient par aide à mourir. Et en fait, ils entendent aussi bien euthanasie que soins palliatifs, qu'accompagnement, etc. Donc, c'est un mot valise qui est fourre-tout et qui est volontairement trompeur. Et ça, je pense que c'est vraiment le socle du problème de la question actuellement. La première chose que nous avons à faire, c'est vraiment d'utiliser les bons mots et de permettre aux personnes d'abord d'avoir un accès réel aux soins. Parce que demander si on veut l'euthanasie par défaut de soins serait quand même un retour en arrière assez impressionnant. Quand on sait que les soins palliatifs sont nés justement de la carence de prise en charge soignante, du désintérêt pour les patients qui étaient en fin de vie, de la pratique d'euthanasie clandestine avec les fameux cocktails lithiques de l'époque, les DLP. Et on a l'impression maintenant qu'en proposant l'euthanasie faussement, j'allais dire, sous l'idée d'une liberté, il y a vraiment un retour en arrière important. Ouais, j'entends dans ce que vous dites, finalement, cette euphémisation, ces édulcorants qui sont mis dans les mots utilisés comme un maquillage trompeur, tentant de retirer le tragique de la mort, avec des mots qui correspondent, qui en plus ont une charge symbolique forte, comme éligibilité, j'y pensais quand vous le disiez, mais ça veut dire être élu, et être l'élu. Je suis l'élu comme la réalisation finale, en gros, de tout le rêve judéo-chrétien occidental. Enfin, par la mort, j'arriverai à une rédemption. Donc, alors, et ces mots qui correspondent à des concepts très vastes, au fond, cachent une réalité très pragmatique qui est l'accompagnement technique, au fond, d'un décès administré par une technocratie, un pouvoir technique sur la mort qui se présente sous les traits d'une aide à mourir. Et donc, cette question de l'aide, qui est plutôt du domaine symbolique, du domaine de l'entraide socio-culturelle entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien, alors même que là, il y a une réalité toute crue derrière. Et puis, vous avez rajouté cette nuance entre l'euthanasie et le suicide assisté en montrant qu'au fond, il s'agissait pas de la même chose, mais pourtant, on mettait tout ça dans le même sac, et y compris avec les soins palliatifs. J'aimerais vous emmener sur cette question de l'influence que nous avons les uns sur les autres. Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui a popularisé la méditation en France et en Europe, disait il n'y a pas de soi séparé. Un peu la vision bouddhiste de nous sommes tous interconnectés et au fond, frères et sœurs humains, nous partageons une même humanité qui nous rend poreux les uns aux autres par la rencontre des visages chez Lévinas, par le désir mimétique chez René Girard, mais d'une manière ou d'une autre, penser que nous sommes seuls et que nos décisions sont complètement délibérées est peut-être une illusion. Je crois que vous avez produit des textes et une réflexion sur cette question de notre fragilité à l'influence extérieure, et notamment dans ce contexte. Oui, je rebondis sur ce que vous dites et ça me paraît très important. Quand vous dites « je suis l'élu », effectivement, ça veut dire qu'à contrario, si moi j'accepte de mourir de ma mort naturelle, on va dire, qu'est-ce que je suis, quoi? Je deviens complètement banale, je suis plus du tout exceptionnelle. Il y a véritablement une héroïsation et on le voit bien. Quand on regarde ce qui se passe sur le plan médiatique, nous entendons régulièrement, parce qu'on a quand même des médias publics en France qui sont pro-euthanasie de manière, j'allais dire, presque scandaleuse, puisqu'on a vraiment une information qui est loin d'être neutre. Mais à chaque fois qu'une
une personne va en Suisse ou en Belgique, en Suisse pour un suicide assisté ou en Belgique pour l'euthanasie, ce qui est donc une fois de plus deux voies différentes, elle est médiatisée, elle est accompagnée par les journalistes et on en parle comme si c'était extraordinaire, c'est courageux, c'est valorisé, c'est le héros du jour. Et on oublie qu'en même temps, alors je rappelle quand même qu'il y a environ 650-670 000 personnes qui meurent chaque année en France. C'est important de rapporter un petit peu des chiffres parce que il y a moins d'une centaine de Français qui vont en Belgique et moins d'une centaine de Français qui vont en Suisse. Sur 670 000, il faut quand même dire qu'on reste raisonnable. Mais surtout, on ne parle pas des 500 personnes qui, tous les jours, meurent en France sans avoir accès aux soins dont elles ont besoin. Il y a environ 1500 morts par jour, hein, si on reprend les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, mais 500 auraient vraiment besoin de soins. Ça veut dire que tous les jours, ces personnes-là, elles meurent souvent avec des douleurs non soulagées, avec des tableaux complexes de symptômes très douloureux ou en tout cas très angoissants, avec des familles autour qui sont complètement démunies et paniquées. Effectivement, et c'est souvent ces personnes-là autour qui disent « mais moi, je ne veux pas mourir comme ça, mais moi, je le comprends, moi non plus, je ne veux pas mourir comme ça ». Et donc, c'est vraiment important de dire que le premier point, c'est vraiment d'arriver à offrir à tous, je pense que c'est un vœu pieux, mais un soulagement et un suivi digne de ce nom, qui soit vraiment une vraie prise en charge. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'influence de ces personnes-là, de celles qui vont mourir à l'étranger à travers les médias, est extrêmement puissante. Hein, c'est moi ce que j'ai appelé la pression médiatique, mais il y en a d'autres. Et on l'entend partout. Alors, il y a plusieurs exemples très intéressants sur la pression médiatique. La Hollande, qui est donc un pays qui a dépénalisé l'euthanasie en 2002, ça fait donc un certain nombre d'années. Il faut dire que c'est un modèle intéressant, la Hollande, parce que la Hollande, c'est un pays où la liberté prime surtout. Hein, c'est la valeur essentielle. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Theo Bauer, qui a publié plusieurs articles en France, qui est un monsieur qui était donc favorable a priori à cette loi de l'euthanasie en 2002, qui a accompagné et fait partie des commissions de contrôle pendant plus de 10 ans, a finalement démissionné tellement il a été scandalisé par les excès qui se passaient là-bas. Maintenant, il milite contre l'euthanasie tout en restant non défavorable, j'allais dire, au suicide assisté, parce que vraiment, il fait la différence. Et il nous disait récemment que dans certains quartiers d'Amsterdam, 20% des décès se faisaient par euthanasie. C'est juste vertigineux, ce chiffre. 20%. Ça veut dire, comme l'a dit un citoyen suisse, ça devient une élégante façon de mourir pour les vieux. Donc, c'est vraiment un choix de société qui est très important. Et donc, pour reparler de ces influences et de ces liens que nous avons, la Hollande permet les euthanasies duo. Duo, ça veut dire que lorsque votre femme, votre mari, votre compagne décède, eh bien, le conjoint demande à mourir avec. Et donc, en 2024, il y a eu 52 euthanasies duo, ce qui est quand même pas rien, parce que ça veut dire qu'une des deux personnes n'a pas de maladie particulière, elle est simplement le conjoint. Et il y a eu un exemple particulièrement frappant, c'est un ancien ministre de Hollande qui a donc évidemment été médiatisé puisqu'il a été euthanasié avec sa femme l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important parce que puisqu'il est ministre, puisque c'est une personnalité, ce qu'il fait, c'est bien. Donc, puisque c'est bien, on va faire comme lui, puis on va être des héros comme lui. Et j'allais dire, ça va plus loin. Ça veut dire que finalement, ceux qui ne vont pas se faire euthanasier avec leur conjoint, on pourra questionner, mais est-ce que vraiment ils l'aimaient vraiment, vraiment ? On glisse de manière absolument vertigineuse. Et le glissement me semble particulièrement inquiétant dans la population des jeunes qui sont fréquemment sur les réseaux et on voit que ce qu'on a appelé l'effet Werther, cet effet de contamination qui nous vient du livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, après le suicide de ce héros fictif, donc, puisque c'est un héros de la littérature, il y a eu un certain nombre de suicides chez les jeunes avec un mimétisme très poussé puisqu'il
il s'habillait de la même façon que Werther et suivait le même modalité du suicide. Donc, c'est particulièrement puissant à l'heure des réseaux avec un risque majeur. Et nous savons bien que les psychiatres sont très inquiets d'une loi qui autoriserait le suicide assisté, puisque la nuance entre le suicide et le suicide assisté est impossible à faire, disent-ils, et qu'on voit bien que dans les pays qui le permettent, un certain nombre de situations qui auraient été des suicides sont maquillées, j'allais dire, ou sont habillées en suicide assisté, qui semblent… Alors, c'est très intéressant parce que quand on parle de suicide, il y a toujours une connotation négative, effrayante, angoissante, etc. Et quand on parle de suicide assisté, on a l'impression que c'est léger, que c'est joyeux, ce qui est évidemment totalement faux. Enfin, il faut quand même se dire qu'il y a une proximité extrêmement forte entre les deux et que il y a quand même 200 000 tentatives de suicide en France chaque année, avec 9 000 suicides qui aboutissent. Donc, il faut qu'on soit très conscient d'un secteur de la psychiatrie qui est absolument déserté, hein, puisqu'on n'arrive même plus à trouver de personnel pour travailler dans les services. Donc, ça veut dire que l'offre de soins présente une carence extrêmement importante, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est un secteur qui serait particulièrement impacté si demain on avait une loi. C'est intéressant parce que ces tentatives de suicide chez les jeunes, pour un très grand nombre, sont des appels à vivre, des appels à retrouver une raison de vivre, un lien, des appels à l'aide au fond. Mais là, non, l'appel à l'aide, c'est vous jeter à l'eau, on va pas vous jeter une bouée pour vous aider, on va vous couler un peu plus et vous appuyer sur la tête pour être sûr que ça réussisse. Effectivement, je vois dans tout ce que vous dites l'influence d'une sorte de société du spectacle, au sens des situationnistes, hein, comme Guy Debord ou d'autres, où tout est scénarisé, tout est spectacularisé. La mort administrée devient un show télé en temps réel de spectacle-vie passionnant où les gens vont regarder ce ministre dont vous parlez, ce duo qui nous renvoie au fond à tout l'imaginaire de Roméo et Juliette. Enfin, on est réunis dans la mort, un nouveau mariage à nouveau, l'encadrement par des parrains et marraines hein, dans la DMD avec Lynn Renault, ses acteurs célèbres, Olivier Mine, sont parrains et marraines. Je rappelle que parrain et marraine, normalement, c'est pour un baptême, pour rentrer dans une religion. Et donc là, c'est comme si, grâce à eux, vous alliez rentrer dans un nouvel ordre spirituel religieux, grâce à ce nouveau baptême qui est la mort administrée. Et puis l'envahissement du champ technicien, au sens d'Ivan Illich ou d'autres penseurs de la technique, hein, où tout doit être administré et fait selon le protocole cybernétique. Il y a une boucle de feedback. Vous demandez la mort, vous l'avez. On ne cherche pas à savoir si cette demande pourrait correspondre à autre chose de plus complexe, une dépression, donc où les psychiatres auraient leur rôle, des traitements auraient leur rôle, etc. Non, on répond de manière univoque, au pied de la lettre. Vous demandez le suicide, vous l'avez. J'ai vraiment l'impression que tout vient comme précipiter la société du spectacle dans son fantasme morbide terminal, quoi. Oui, alors c'est très intéressant. On revient et récemment est passé à la télévision à plusieurs reprises un film documentaire qui s'appelait Le choix d'Odette, qui nous vient du Québec, que vous avez peut-être vu, qui est pratiquement le suivi d'une femme qui a décidé de mourir parce qu'elle a une maladie dégénérative et ou un cancer évolué, je ne sais plus, en tout cas une pathologie grave, et vous la voyez pimpante, souriante, maquillée, etc. Et c'est la fête et tout le moins. Et on sait qu'elle est euthanasiée à la fin dans la pièce à côté. C'est vraiment une mise en scène de dire, même si elle avait eu envie de reculer, elle ne pouvait plus changer d'avis. Enfin, il y a un moment où elle est poussée, mais en même temps, elle meurt en héros. Donc, pour des personnes qui n'ont, j'allais dire, pas d'existence sociale importante, qui n'ont pas de reconnaissance, c'est le moment, quoi. C'est la fin, c'est le final, c'est magnifique. Et Enfin, c'est vraiment… on se réunit au grand tout des autres grâce à ce Voilà, spectacle où tout le monde regarde, on a des followers, des likes. C'est comme si le jour de son absolument, enterrement, on avait 800 000 personnes en direct. voilà, Euh, c'est exactement ça. Donc, Pascal, juste, je peux vous demander une petite seconde, on coupera à ce moment-là, mais l'ouvrier là me demande quelque chose, je dois lui amener une scie. il n'y a pas Si de vous me donnez problème. 5 minutes, merci beaucoup. Je Ça vous va, donne 5 minutes. j'arriverai à me concentrer mieux. À tout de suite, j'arrive. À tout de suite.
Hop, voilà, je suis de retour. Merci Pascal. Voilà, c'est bon, j'ai réglé le problème. Vous êtes près de Marseille? Si, je suis à Marseille, ouais. Parce qu'on a entendu hier des informations assez graves sur les incendies. C'est pas près de chez vous? Si, il y a eu un incendie au nord de Marseille, mais là c'est terminé, et puis le vent s'est arrêté. Mais c'est vrai que les Américains ont une expression que je trouve intéressante sur comment dire, ils appellent ça fear porn, c'est-à-dire la pornographie de la terreur. Et c'est intéressant parce que chez Hannah Arendt, il y a vraiment l'idée qu'il y a des tonalités émotionnelles associées aux différents régimes politiques, et que la caractéristique du glissement totalitaire, autoritaire puis totalitaire, c'est la terreur, et donc la gouvernementalité par la terreur. Or maintenant, que ce soit le changement climatique, je ne mets pas en cause le fait qu'on détruise l'environnement, hein, je suis entièrement d'accord avec ça, mais le fait qu'en permanence on nous explique qu'il faut qu'on se confine chez nous parce qu'il faut avoir peur, je vis ça de manière assez louche, on va dire. Et là, c'est pareil, les mêmes mots ont été utilisés, c'est-à-dire il y a un incendie à Marseille, c'est un incendie, c'est grave, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit pas qu'en fait c'est une voiture électrique qui a pris feu sur l'autoroute. Dans les médias, on risque pas de le dire. Dans les médias, c'est un feu de forêt, mais non, c'est une voiture électrique qui a pris feu. Donc bon. Et puis tout de suite après, on nous dit on a confiné les gens, et on reprend le mot confiné. Quand même, on renvoie à un imaginaire de ces dernières années où voilà. Et donc oui, il s'est passé quelque chose, mais maintenant je suis dans une distance critique, on va dire, par rapport aux narrations publiques, où j'essaye d'aller voir par moi-même. Donc je suis sorti sur mon toit pour aller regarder, et effectivement, le feu déclenche quelque chose d'un peu atavique. C'est un peu la peur, panique des bêtes fuyant l'incendie, quoi. Et avec même la lumière qui devient rouge à travers les nuages et tout ça. Et donc voilà, on se dit, est-ce qu'il faut se tirer, se carapater le plus vite possible, ou est-ce que il faut rester bon, heureusement c'était de l'autre côté de Marseille. Moi j'ai la chance de vivre au sud, près de la mer et des Calanques. Donc... Très bien, bel endroit. Mais voilà. Mais c'est vrai on avait eu un gros incendie il y a quelques années à Saint-Cyr-et-Carpiane, où des militaires avaient joué avec des balles au phosphore en plein été par Mistral, au cœur de la garrigue. Le sergent-chef, à mon avis, a dû être limogé assez rapidement. Mais ça fait un très très gros incendie avec tout Marseille qui était envahi d'un panache de fumée noire et rouge comme ça. C'était effectivement... Et des suies pendant plusieurs jours. Mais là, ça y est, c'est terminé. C'est surtout le vent en fait qui pose problème. Et là, il n'y a plus de vent. Voilà. Bien. Mais sinon, c'est la plus belle ville du monde, avec la Méditerranée bleue, Notre-Dame de la Garde, comme un dragon doré qui trône là-dessus. C'est très beau. Excusez-moi pour cette digression sur Marseille. On en était à cette idée de... Je vais mettre un petit clap juste pour moi, pour le montage. Vous parlez de l'effet Werther dans cette spectacularisation, on pourrait dire ce nudge, les Américains utilisent ce terme, ce petit coup de coude pour dire tiens, c'était quand même chouette d'aller là. Vous savez, nudge, c'est ces cibles dans les pissotières pour hommes dans les autoroutes, ou si vous avez une petite cible au fond, vous faites pipi au bon endroit et pas à côté de la cuvette. Là, c'est un petit peu pareil. On nous montre cette mort administrée comme désirable, ce suicide assisté comme liberté, avec tous les contraires qui viennent s'entrechoquer. C'est assisté, mais c'est une liberté. Et puis, on sent qu'une des cibles, ce sont les personnes fragiles. Fragiles psychologiquement, fragiles... Est-ce que c'est une peur, ou est-ce qu'il y a une réalité dans les pays où on a déjà mis en place ce type de loi, que les personnes fragiles se retrouvent de plus en plus soumises à une pression importante?
Alors, c'est bien sûr une peur, mais je crois que c'est aussi une réalité, hélas. Et on voit que les statistiques montrent que le nombre de décès de ces catégories-là par mort provoquée. Alors moi je dis mort provoquée hein, quand on parle à la fois de suicide assisté et d'euthanasie, parce que c'est plus clair. Et on voit en particulier que je vais parler en particulier des personnes âgées, parce que les personnes âgées dans notre société, là encore il y a un grand changement, sont plus isolées qu'avant, sont plus abandonnées, on peut dire quelquefois vraiment, hein, ce qu'on peut appeler presque une euthanasie sociale quand elles sont vraiment seules et ont du mal à trouver du sens puisqu'en fait nos vies elles existent, j'allais dire, dans l'interrelation, dans le regard de l'autre, dans la reconnaissance de l'autre, dans les échanges, dans la vie. Et quand on voit cette espèce de vie sociale qui s'appauvrit parce que ces personnes peuvent moins sortir, elles sont moins dynamiques, elles ont moins d'énergie, elles ont souvent des handicaps, hein, parce que ce qu'on appelle les fameuses polypathologies qui permettent en Belgique, par exemple, d'être euthanasié, c'est simplement la description de la vieillesse. Hein. Dès qu'on entend moins bien, on voit moins bien, on a un peu de mal à marcher, eh bien on présente une polypathologie. Et l'année dernière, par exemple, 22% des décès des euthanasies en Belgique étaient liées à des polypathologies. Donc, ce qui veut bien dire qu'on cible une population et puis surtout, on montre que finalement, c'est la bonne voie. Puisque de toute façon, quel intérêt cette vie de personnes qui coûtent cher, puisqu'on sait que les soins sont plus importants, qui ne sont pas productives dans une société qui ne valorise que ça, que l'efficacité, la productivité, la beauté, la jeunesse, etc. Donc on les cible de manière, moi j'appelle ça la pression normative, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut faire parce que ce sera bien. Et puis en plus, évidemment, il y a un aspect économique qui rentre en jeu, mais le fait de ne pas vouloir se sentir un fardeau, parce qu'évidemment, tous les pays n'ont pas le même système d'assurance, de prise en charge, etc. Et que souvent, un certain nombre de personnes âgées vivent dans des conditions économiques précaires, donc peuvent peser sur leurs enfants, ou en tout cas, j'allais dire, commencer à grignoter l'héritage et se disent, bah, après tout, autant que je laisse ça à mes enfants. Et ça existe vraiment. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir être un fardeau est un élément un argument qui est donné très régulièrement par les personnes qui demandent une mort provoquée. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant comme mouvement dans la société, de cette pression-là qui est je vous montre d'un côté le bon chemin, qui est un progrès, qui est une aide, etc. Et puis de l'autre, regardez en fait à quoi sert votre vie. Au fond, c'est ce qu'on est en train de leur envoyer, à quoi sert votre vie. Et c'est absolument inquiétant. Alors, j'allais dire, c'est vraiment dans nos sociétés occidentales, hein, parce qu'on ne voit pas ça ailleurs, en Asie ou ailleurs, il y a encore un respect pour les personnes âgées qui n'est pas le nôtre. Sauf que les considérations économiques entrent en ligne de compte. On voit le film Plan 75 qui est paru récemment au Japon et qui montre là aussi l'abandon des personnes âgées. On les laisse se débrouiller comme elles peuvent et on sait bien qu'à un moment, bah, elles ne peuvent plus parce qu'on a besoin de cette aide, on a besoin des échanges, on a besoin, et économiquement parlant aussi, elles ont des besoins importants. Donc, si on les abandonne, eh bien, le chemin, c'est quand même de demander une mort provoquée. Il y a un véritable changement sociétal. C'est pour ça qu'on dit que, au fond, la question de la mort provoquée, c'est pas une question qui concerne un patient et un médecin. C'est une question qui concerne nous tous. Et quand on parle d'accompagnement, on ne parle pas seulement d'accompagnement médical dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'un accompagnement social, d'un accompagnement de voisinage, d'un accompagnement familial, d'un accompagnement, j'allais dire, de village ou en tout cas de proximité où tout le monde a un rôle à jouer. Pas seulement les aidants au sens je suis l'aidant d'un tel, mais de revaloriser le lien dont tout le monde a besoin, parce que c'est toute une société qui sera impactée. Et quand on présente la mort provoquée comme une manière normale de mourir, c'est important de voir comment ça impacte les autres générations. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez dire à votre petit-fils quand le grand-père va être tué? C'est quand même une vraie question. Est-ce qu'on va valoriser ça de façon formidable? Ben voilà, et il est allé demander la mort quelque part. Il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on montre, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. On est vraiment dans la notion du déchet. Hein. Il y a des philosophes qui travaillent sur la notion du déchet, mais je pense que c'est important de voir comment on fait ça.
On peut parler aussi du livre de Bruno Dalla Porta et Farrugia Ossini, c'est tuer les gens, tuer la terre. Il y a vraiment quelque chose en lien qui nous concerne tous et c'est vraiment important qu'on prenne la mesure de ce vers quoi on va. Alors, à contrario, j'ai envie de dire quelque chose d'important, c'est qu'en France, on dispose actuellement d'un ensemble législatif qui permet de faire face à quasiment toutes les situations de fin de vie. Quand on parle des autres pays, les autres pays ne disposaient pas de ces lois-là. Nous sommes le premier pays en 1999 à avoir voté une loi qui, théoriquement, devait permettre l'accès aux soins palliatifs à toutes les personnes dont l'état de santé le requiert. Donc, quand on parle d'une loi qui est à nouveau sur la table maintenant, j'allais dire c'est une loi inutile, c'est une loi superfétatoire, c'est une loi qui n'a de sens que pour faire passer en souterrain une mort provoquée, puisque notre Premier ministre actuel a permis la scission en 2 textes de loi, le soin palliatif et la mort provoquée, qui ne faisaient partie que d'un seul texte précédemment, de manière, là encore, extrêmement trompeuse, puisqu'on a l'impression de rejeter les soins palliatifs si on rejette la mort provoquée. Mais cette proposition de loi actuelle, même dans son domaine de soins palliatifs, voulait inclure la possibilité dans les maisons d'accompagnement de pratiquer la mort provoquée. Donc, il y a des pièges partout, hein. Il faut faire très, très attention avec ces textes. Et ça, les députés ne le voient pas. Alors, c'est très difficile de parler des députés, parce que les députés, ils sont submergés par des textes à l'infini, j'allais dire. On passe du nucléaire à l'agricole, et ils ne peuvent pas connaître très bien les choses. Mais se contenter, comme le vote de l'Assemblée nationale qui, en première lecture qui a eu lieu le mois précédent, n'a réuni que 52% de votes favorables. Ce qui veut dire que pour une loi qui voudrait permettre la mort provoquée, on accepterait une loi qui serait votée avec une courte majorité, alors que les précédentes lois dont nous disposons en France sur la fin de vie ont été votées de manière extrêmement consensuelle. Si on revient sur la fameuse loi Leonetti de 2005, elle a été votée à l'unanimité, ce qui est tout à fait exceptionnel. Mais surtout, tout le travail de la loi avait été construit avec des soignants, avec des médecins. Ça a duré 2 ans, ça a été des réunions, etc. Alors que ici, actuellement, on triche sur tout. C'est-à-dire qu'on se pose sur une convention citoyenne qui a été biaisée depuis le début, puisque même le Canard enchaîné a publié que le choix des citoyens n'était pas du tout aussi neutre qu'on avait pu l'imaginer. Donc, elle était vraiment biaisée de A à Z. Le premier médecin qui a été interrogé était une femme qui fait des euthanasies en Belgique. C'est quand même assez monstrueux. Donc, on se base là-dessus et on a très peu écouté les soignants. Les psychiatres n'ont pas été entendus, ce qui est quand même hallucinant. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de biais qui sont tout à fait graves. Alors que, pour revenir, je digresse beaucoup, hein, je vous prie de m'en excuser, mais pour revenir sur nos textes, on a des lois qui sont extrêmement solides chez nous, entre la loi de 2005, Leonetti, qui interdit l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on peut arrêter un traitement. Et quand on arrête un traitement, évidemment, on accompagne la personne avec tout les soins, les traitements antalgiques dont elle peut avoir besoin. Arrêter un traitement, ça ne veut pas dire qu'on la laisse tomber. Donc, on peut arrêter un traitement. On peut accepter, la même loi permet ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire qu'on peut augmenter de manière importante les doses d'antalgiques, de sédatifs pour le confort de la personne qui reste prioritaire et pour le traitement de la douleur. On peut, depuis la loi de 2016, qu'on appelle la loi Claes-Leonetti, pratiquer la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui n'a rien à voir avec une euthanasie, puisqu'elle permet à la personne d'aller vers la mort sans souffrir, mais à son rythme, c'est-à-dire qu'elle va prendre quelques heures, quelques jours, pour mourir à son rythme de sa maladie en étant soulagée. Et je crois qu'on peut, comme dit Leonetti, moi j'aime beaucoup cette expression, on a suffisamment de lois pour les gens qui vont mourir. On n'a pas de loi pour ceux qui veulent mourir, mais est-ce qu'on doit vraiment faire une loi pour ceux qui veulent mourir, pour quelques personnes, j'allais dire, assez fortes ou assez hyper narcissiques, on peut dire ça comme ça, et qui va en fait avoir des impacts gravissimes sur toute une population beaucoup plus fragile. Et je crois que c'est très, très important qu'on soit attentif à justement la dimension du collectif. Parce que chacun de nos actes, même s'il est, j'allais dire, réalisé
entre deux personnes, dans une chambre, de manière qui se veut individuelle, chacun de nos actes a un impact collectif. On peut pas, nous ne sommes pas des électrons libres indépendants des uns des autres. Nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre, et on voit bien à quel point, dans les pays qui ont dépénalisé l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des modalités de la mort provoquée, les populations fragiles sont particulièrement touchées. Et pour juste, j'avais envie aussi, je parle beaucoup, mais de revenir, vous avez cité Lynn Renaud tout à l'heure, c'est très intéressant, Lynn Renaud. Lynn Renaud, elle ne sait pas ce que c'est que l'euthanasie, vraisemblablement, puisqu'elle dit « je ne veux pas être prolongée ». Voilà. Or, l'obstination déraisonnable est prohibée, interdite depuis 2005, c'est-à-dire ça fait 20 ans. Personne ne va prolonger personne. C'est quelque chose qui serait d'ailleurs illégal, mais qui ne se fait pas. Mais arrêter un traitement, c'est pas euthanasier quelqu'un. Il y a beaucoup d'erreurs aussi à propos par exemple, des arrêts de dialyse. On a entendu une actrice sur un plateau télé une fois de plus en disant « j'ai euthanasié ma mère parce que j'ai accepté qu'on arrête sa dialyse ». Eh bien non, on a arrêté la dialyse, c'est un arrêt de traitement, c'est légal. On a accompagné l'arrêt de la dialyse avec des sédatifs, avec tout ce qu'il fallait, peut-être même une sédation profonde, je ne sais pas. Et c'est un accompagnement normal et la personne est décédée parce que, à ce jour en tout cas, nous médecins, nous ne savons pas encore rendre les gens immortels et je ne crois pas que ce soit au programme. Ce n'est pas souhaitable non plus d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il y a tellement de choses à dire, mais oui, voilà. il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Hein, d'un côté, cette contagion du regard qu'on a les uns sur les autres, cette dimension du collectif, dimension du nous, où au fond, quel regard on porte sur nos aînés, sur les personnes malades, avec petit à petit une pression normative, performative, qui vient dicter une sorte d'idéal de l'humain en pleine forme, qui fait des activités toute la journée. Et, mais c'est pas ce qu'on constate de nos concitoyens, qui sont quand même, pour un certain nombre d'entre eux, passés 40 ans ou 50 ans avec des douleurs le matin, de la fatigue, etc. Mais là, une pression qui est: est-ce que je suis encore utile à quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup d'être vécu? Est-ce que je serais pas un fardeau pour mes proches et pour la société, dans un moment même où toute notre société tend à robotiser toutes nos actions et à nous remplacer par de l'intelligence artificielle ou autre, ben, on va être nombreux à être très inutiles, à se sentir inutiles, peut-être même des fardeaux pour la société. Si tout ce qu'on entreprend de toute manière est mieux fait par un robot, comment est-ce qu'on peut contribuer à nous et puis vous avez souligné le fait que l'arsenal législatif, au fond, était déjà très abouti, le fruit de beaucoup de réflexions, qui avait toujours tenté de concilier ces questions de fin de vie et la question du dialogue, de maintenir ensemble le patient, les soignants, les médecins, la famille, et de continuer à essayer de faire une sorte d'artisanat sur mesure de l'accompagnement de ces fins de vie. Et puis vous avez souligné que les textes législatifs qui étaient actuellement discutés et votés comportaient un double volet qui faisait que petit à petit cette question de la mort administrée, de la mort provoquée, rentrait dans les soins palliatifs, venait comme contaminer les soins palliatifs, alors même que les soins palliatifs eux-mêmes étaient comme désinvestis. Vous avez dit que la loi du 9 juin de 99, normalement, garantissait l'accès de tous les concitoyens aux soins palliatifs. On sait que c'est pas vrai, que plus de la moitié des gens qui en auraient besoin n'en ont pas. Et que chaque 5 ans, on nous promet des grands plans d'investissement. Vous faites la lettre au Père Noël, on fera des filières universitaires de formation, on va doter les services, etc. Il y aura tout ce qu'il faut. Et puis bon, bah, il y a encore 20 départements où il n'y a pas de soins palliatifs, il n'y a pas de filière universitaire, il n'y a pas de formation. La plupart de nos collègues sont pas du tout formés à ces questions, ou alors de manière très dogmatique. Et donc est-ce qu'il y a des non-dits économiques derrière ces questions? Est-ce que derrière le maquillage de la liberté, de la dignité, etc., il y aurait des considérations utilitaristes qui ne sont jamais dites, notamment de faire des économies sur les soins palliatifs qui coûtent cher. Vous pouvez mourir dans la dignité, mais pas trop lentement, parce que faut quand même que les lits tournent, quoi, ou des choses comme ça. Oui, alors oui, bien sûr, il y a des non-dits économiques. J'écris quelque chose qui est accessible d'ailleurs sur le site de la Fondapol avec le juriste Yves-Marie Doublet, puisqu'on avait travaillé là-dessus. Il y a quand même une vraie question que tout le monde peut se poser, c'est comment est-ce que vous comprenez que les mutuelles en France, enfin grandes mutuelles, soutiennent à ce point la mort provoquée? Il y a quand même une vraie question là, parce que est-ce que c'est idéologique ou est-ce qu'il y aurait quand même un petit intérêt économique derrière? Alors évidemment,
ça paraît très politiquement incorrect de parler d'argent quand on parle de santé. Est-ce qu'on pourrait arrêter un traitement par manque d'argent? Certains pays le font déjà, hein, puisqu'il y a des pays qui limitent le nombre de lignes de chimiothérapie ou d'âge, etc. Nous, on n'ose pas le dire parce qu'il y a quand même une grande hypocrisie en France. Il y a quand même, dans le soutien important dans le milieu politique de ces lois en faveur de la mort provoquée, il y a quand même un questionnement sous-jacent qu'on ne se pose pas et qui n'apparaît quasiment jamais. Or, les économies sont extrêmement importantes. Alors, on a peu de chiffres en Europe, comme si l'Europe s'était pas vraiment intéressée, la Belgique, la Hollande, qui pourtant ont dépénalisé depuis longtemps. Ceux qui sont beaucoup moins hypocrites que nous, c'est-à-dire les États-Unis, puisqu'il y a une dizaine d'États qui permettent le suicide assisté, ou le Canada, puisque maintenant là-bas on peut pratiquer l'euthanasie, on fait des calculs et évidemment les économies sont très importantes. Mais surtout, j'ai envie d'insister sur le domaine des économies, parce qu'on parle des économies en termes de soins de santé, puisque la dernière année, celle qui coûte le plus cher, etc. Donc certes, il y a des économies importantes à ce niveau-là, mais les économies sont beaucoup plus vastes que ça, puisque par exemple au Québec, dès lors que vous avez le diagnostic d'une pathologie grave, on vous propose l'euthanasie, enfin l'aide à mourir, puisqu'on dit là-bas aide à mourir, comme une des possibilités thérapeutiques, oui carrément, des possibilités qui s'offrent à vous, c'est-à-dire que vous avez une maladie grave, vous êtes par exemple un cancer avec des dès l'annonce d'un cancer, ça veut dire que le médecin est tenu de me dire quand une des options, c'est quand même d'en finir. Voilà, une des options, c'est ça. La porte à côté, vous pouvez aller prendre le renseignement. Nous, médecins, savons qu'à l'annonce de la maladie grave, il y a un effet choc extrêmement violent. On se dit, ah non, mais moi, je ne veux pas vivre ça, hein, je ne veux pas être en chimio, je ne veux pas perdre mes cheveux, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, etc. Donc, au moment de l'annonce, et il faut quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour métaboliser une annonce aussi grave, on vous propose. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir je ne sais pas, un mois, un an, 10 ans de survie si vous êtes bien soigné, parce que quand même, il y a eu des progrès considérables faits depuis ces dernières années en termes de cancérologie, en termes de prise en charge, etc. Et donc, quelles sont les économies à ce niveau-là? On économise toutes ces années de traitement, on économise pour des personnes âgées des années de retraite, des années d'hébergement, etc. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de donner des chiffres, mais c'est absolument incroyable et immense. Donc, je rappelle que nous avons quelques milliards de déficit actuellement chez nous, que l'argent, il va falloir le trouver quelque part, que le budget de la sécurité sociale explose complètement. Donc, évidemment qu'il y a un intérêt important à ce niveau-là. Mais c'est surtout, ce qui est très important pour nous médecins là, c'est que nous savons que les projections que nous faisons sur nos propres maladies ou handicaps n'ont rien à voir avec le réel. Et j'aime beaucoup citer l'exemple de monsieur Philippe Pozzo di Borgo, qui est donc le monsieur qui a donné lieu à ce film Intouchable, qui a eu beaucoup de succès. Avec Omar Sy, c'est ça. Voilà. Et en fait, l'histoire de monsieur Pozzo di Borgo, c'est que c'était un monsieur d'une famille relativement riche, qui était en pleine forme, qui allait très bien, qui a eu un accident de parapente, il avait une quarantaine d'années, il s'est retrouvé tétraplégique. Et il a vécu plus de 20 ans avec sa tétraplégie en disant que c'était les plus belles années de sa vie. Sauf, et ça c'est très très important, si la loi avait existé, dit-il, au moment où j'ai eu mon accident, j'aurais demandé à mourir. Et je crois que n'importe lequel d'entre nous qui se dit que demain il est tétraplégique, se dit c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Et c'est vraiment intéressant de voir, et nous savons c'est valable pour tout, l'ambivalence des patients. C'est-à-dire de dire quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans, que vous êtes en forme physique, ah ben non, moi jamais je voudrais vivre ça, je préfère la mort provoquée, je veux un droit à l'euthanasie, comme on dit. Et quand on est dans la situation, les choses sont complètement différentes. Tant que vous avez en face de vous une personne qui vous regarde, une personne qui vous considère, une personne qui vous reconnaît comme un humain à part entière, pas comme un malade ou pas comme une maladie, encore pire, mais vraiment, eh bien, les gens n'ont plus envie de mourir. Et c'est très intéressant de voir à quel point les uns comme les autres acceptent des situations extrêmement graves sur le plan physique, des dégradations physiques importantes, tant qu'ils sont entourés. Vous savez, on a fait beaucoup, j'allais dire, c'est devenu le totem des pro-euthanasie, c'est dire la maladie de Charcot, donc la fameuse sclérose latérale amyotrophique, la SLA, comme si c'était la maladie par excellence qui devait permettre d'obtenir un droit à l'euthanasie.
D'abord, qu'est-ce qu'on renvoie à tous ces patients qui ont une maladie de Charcot? Je crois que c'est ça la première question qu'on ne se pose jamais. Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire là quand on dit ça? On dit mais à quoi sert votre vie? Qu'est-ce que vous faites? Vous nous coûtez cher. C'est monstrueux ce qu'on est en train de faire avec ça. Mais au-delà de ça, si on prend chaque patient individuellement, sachant que plus de la moitié ne bénéficient pas de soins dont ils auraient besoin, là aussi, parce que ce sont des prises en charge extrêmement lourdes qui nécessitent un environnement solide, un encadrement familial, voisinage et médical vraiment bien organisé. Mais à partir du moment où ces personnes sont prises en charge, ils sont suivis, la plupart d'entre elles acceptent des dégradations physiques et des handicaps extrêmement importants parce qu'on les aime, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a un lien. Et ça, on a l'impression dans cette discussion sur la mort provoquée, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est protocole, procédure, etc. Tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de lien, il y a plus. C'est formidable, c'est un progrès et on n'en parle pas. Mais je crois que c'est vraiment très essentiel ce qu'on renvoie à l'ensemble des personnes, ce qu'on renvoie aux personnes âgées, ce qu'on renvoie aux personnes malades, ce qu'on renvoie à l'ensemble des handicapés. Quand vous savez que dans les polypathologies, par exemple, il y a la DMLA. La DMLA, c'est une dégénérescence maculaire. Ça veut dire que ça touche la vue, qu'on est progressivement aveugle, mais on est sur ses deux pieds. C'est pas quelque chose qui touche, qui a un impact vital. En Belgique, si vous êtes porteur, donc en général c'est une pathologie de la sénescence des personnes âgées, si vous êtes porteur d'une DMLA, que vous avez quelques douleurs rhumatismales, enfin un ensemble de choses, une fois de plus, qui caractérisent la vieillesse, vous êtes éligible, je mets des guillemets parce que c'est formidable, à l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on renvoie quand on dit ça? Il y a 1,5 million de personnes en France qui sont porteurs de DMLA. Qu'est-ce qu'on leur renvoie à ces personnes-là? Et je vais même plus loin, qu'est-ce qu'on renvoie aux personnes qui naissent aveugles? On leur dit, bah, écoutez, ça vaut pas la peine, quoi. Il y a pas. Je crois que il faut voir à quel point chaque situation personnelle impacte toute une population bien plus large qu'on imagine. Qu'est-ce qu'on renvoie aux personnes handicapées? Enfin, on entend des personnes handicapées qui se sont entendues dire, ah bah, si j'étais comme toi, je me tuerais. Enfin, faut quand même savoir si on est une société, une civilisation, j'allais dire juste une civilisation, ou si nous sommes vraiment des barbares, ou nous redevenons des barbares. Mais là, il y a quelque chose qui se joue d'extrêmement fort. Et je crois que c'est important de dire à tous les Français, à toutes les personnes, qu'elles soient dans le soin ou pas dans le soin, que cette loi concerne chacun d'entre nous. Et que c'est vraiment important, j'allais dire, de rassurer les députés et les sénateurs en leur disant qu'on ne va pas ne pas les élire parce qu'ils auront voté contre cette loi, parce que leur peur à eux, c'est ça. C'est est-ce que je vais être réélu, puisqu'on me dit que la plupart des Français veulent, finalement, je vais suivre. Et c'est de se rendre compte que ce n'est pas une petite loi, c'est pas une loi secondaire, c'est une loi essentielle, c'est une loi fondamentale, c'est une loi qui touche, j'allais dire, l'humain en chacun de nous. Et c'est vraiment important de prendre cette mesure, vraiment. J'ai appris récemment par un confrère qui travaillait pour le congrès de soins palliatifs qui a eu lieu qu'en 2026, il va y avoir un congrès mondial de l'ADMD. Ça veut dire qu'il y a un congrès mondial de personnes qui ne s'occupent que de la mort provoquée. Je trouve que c'est quand même une réflexion qu'on doit avoir. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, nous sommes trop d'humains, nous détruisons la Terre, etc. Mais est-ce qu'on va finir comme ça? Est-ce qu'on va être tous tués à un certain âge parce qu'il y aura une date limite de péremption? Comme ce qui est proposé régulièrement en Hollande. En Hollande, il y a régulièrement une proposition de loi qui revient en disant à partir de 75 ans, pathologie ou pas pathologie, vous pouvez demander à mourir. Qu'est-ce qu'on renvoie à quelqu'un qui vieillit? Et j'allais dire, dans le même sens, à partir du moment où ça devient un protocole très simple, qu'est-ce que les médecins vont savoir faire? Quand on va leur demander à mourir, ils vont répondre, bah oui, à quelle heure, quand? Voilà. Il n'y a plus de prise en charge, il n'y a plus de soins, il n'y a plus de… Et comment est-ce que vous allez repérer la différence entre celui qui va vous soigner encore et celui qui va vous tuer? Et puis, dans quelques années, plus personne ne saura faire, donc il n'y aura plus qu'une solution. On est vraiment dans ce qu'on pouvait appeler de la science-fiction, mais on n'en est pas loin. Alors, les pro-euthanasie disent, vous faites peur. Non, on ne fait pas peur. On constate les chiffres qui se passent dans les pays étrangers. C'est pas faire peur, c'est juste voir ce qui est en train de se passer et de se dire comment ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que tous les pays qui ont dépénalisé ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des modalités de mort provoquée,
avait au départ un certain nombre de critères stricts. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, il y avait une fin de vie programmée, enfin une mort imaginée à peu près à 6 mois, une proximité de la mort. Il y avait une pathologie grave, incurable, etc., etc. Mais petit à petit, tous ces verrous sautent. Au Canada, il n'y a plus ce délai-là. Sous des prétextes divers de non-discrimination, puisqu'on dit après tout, si vous dites 6 mois, pourquoi pas 7 la question des mineurs, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit 16 ans? Parce qu'après, on vous dirait 15 ans, pourquoi pas, et puis 14, pourquoi pas. Enfin, quel que soit le critère qu'on veut placer comme bornage, il saute. Et ils ont sauté partout et ils sautent partout. Et en plus, dès lors que, j'allais dire, c'est permis, puisque finalement une loi, ça permet, les médecins, pour ceux qui acceptent de pratiquer, parce que pour l'instant ils sont minoritaires, mais dans les années qui viendront, ils seront plus minoritaires puisqu'ils seront formés à ça, comme au Québec, dès lors que c'est permis, je peux le faire. Il n'y a plus de problème. Et on voit à ce moment-là le pouvoir absolument immense qui est remis à des médecins. Je vous donne la permission légale de tuer l'autre. On sort d'un interdit de tuer qui est civilisationnel et qui est un des piliers de notre civilisation avec une permission. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se joue. Et la loi, on sait qu'elle est normative, c'est-à-dire qu'elle crée quelque chose qui devient une normalité. À propos de normalité, il y a un chiffre très intéressant. Une enquête qui a été faite au Québec, je ne sais plus, c'est 2023, je crois, auprès de la population, en demandant, une des questions était, est-ce que vous seriez choqué que des personnes qui sont pauvres, isolées socialement, demandent l'euthanasie? Pas parce qu'elles sont malades, hein, parce qu'elles sont pauvres et parce qu'elles sont isolées. 27% des gens ont répondu qu'ils trouvaient que ça leur posait pas de problème. C'est quand même intéressant de voir à quel point la normalisation, la banalisation infiltre tous les niveaux de la population et enfin, c'est assez, je sais pas, inquiétant, le mot est gentil, enfin, c'est terrifiant d'en arriver là. Tu es pauvre, donc tu n'as plus le droit de vivre, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est quand même extrêmement important de mesurer cet impact normatif de la loi qui devient même incitatif. Hein. La loi, et toute loi est générale. Quand la question qui était posée de dire à la Convention citoyenne, c'était de dire est-ce que la loi répond à toutes les situations? C'est une question stupide, puisqu'évidemment, aucune loi n'est faite pour répondre à toutes les situations. C'est assez étonnant même que personne ne se soit offusqué d'une question aussi inutile, j'allais dire, puisque par définition, on ne pouvait qu'y répondre immédiatement. La réponse est non. La loi ne répond pas, mais une loi qui provoquerait la mort ne répondra pas non plus à toutes les situations. Et heureusement, j'allais dire que chacun a une vie, j'allais dire même à âge égal, à pathologie égale, eh bien, vous avez deux personnes différentes et la singularité de la vie est primordiale. Chacun a une histoire derrière lui, a un environnement, a un ensemble de choses qui font que sa demande ne sera pas la même que celle de l'autre et la réponse attendue n'est certainement pas la même. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps, les demandes de mort, quand on voit dans les tentatives de suicide, c'est une demande d'aide. Et quand un patient, même dans son lit, dit « je veux mourir », je veux dire, mais qui ne l'a jamais dit? Quand vous avez mal, que vous vous tordez de douleur pour quelque chose, c'est le mot qui vient « je veux mourir ». Prenez-les au mot, vous allez voir, c'est pas du tout ça. Une fois qu'on est dans la situation, c'est très, très étonnant de voir à quel point on n'est plus du tout dans la même demande. Sauf que si on l'a fait avant, si la famille est autour, si un rendez-vous est pris, etc., on est pris au piège de cette mise en scène dont nous parlions tout à l'heure. Merci, c'est très riche tout ce que vous partagez. Il y a beaucoup de choses à en dire et en discuter, mais pour nos auditeurs, peut-être il y a cette idée que ça n'est pas une petite loi, qu'elle est très importante, qu'elle est faite par des gens bien portants qui sont terrorisés par la maladie, la vieillesse et la mort, et qui voient dans le fait de légiférer sur ce sujet comme une dent au cyanure qui se mettrait de côté au cas où ils commenceraient à être insuffisants par rapport à toutes leurs attentes performatives et normatives. Mais cette loi met en danger au fond les gens les plus fragiles en termes de santé, mais en termes économique aussi. On sait d'après une étude au Canada que un quart des gens handicapés au fond sont dans une situation d'extraordinaire pauvreté et précarité économique, et donc on la double peine d'être à la fois malade et à la fois insuffisant économiquement, et donc évidemment
il y a cette idée que la loi est à la fois, dans ce que vous avez dit, je comprends que la loi est à la fois un symptôme des valeurs d'une société, c'est ce qu'avait dit Badinter, mais elle est aussi une sorte d'impératif imposé aux valeurs de la société. Elle dicte une évolution des valeurs de la société. Et quand des protocoles sont mis en place pour des médecins simples, facilement reproductibles, validés, où tout le monde est d'accord, où en plus les services vont toucher de l'argent et des sous, où eux-mêmes vont probablement être rémunérés à l'acte de manière très intéressante, versus des soins complexes, où on est sûr de rien, où peut-être ça peut ne pas marcher, comme dans les soins palliatifs, et on n'arrivera pas forcément à quelque chose de facile. Évidemment, le choix va se tourner vers la facilité procédurale, extrêmement rassurante pour un médecin qui va appuyer sur le bouton, faire se dérouler le processus, et où le patient lui-même se retrouve prisonnier de ce processus sans pouvoir vraiment en sortir, avec une exploration de la demande de mort qui, au fond, n'est plus faite de manière correcte. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exploration de la demande de mort? Parce que vous avez dit que les malades métabolisaient leur rapport à la mort avec l'évolution de leur maladie. Que moi j'ai eu ce constat, hein, de voir des choses qui au départ me semblaient tout à fait incongrues, notamment des infirmes moteurs cérébraux avec leurs parents, et puis un parent en train de caresser son fils, et bien là il ressent ça. Moi j'étais un peu étonné parce que je voyais un petit monsieur recroquevillé dans son lit avec des rétractions tendineuses, des positions vicieuses, en train de me dire mais quelle vie quoi, est-ce que waouh, quel sens ça a de continuer, et puis de voir que non, il y avait tout cet entourage relationnel qui arrivait à trouver un sens, à donner à trouver même des moyens de communiquer par des petits gestes, des petits ressentis qui m'étaient imperceptibles en tant que personne bien portante, ayant une projection sur ce qui était digne d'être vécu, mais qui, pour eux, ça avait un sens. Je raconte encore une autre histoire, Pascal, si vous êtes d'accord, mais une anecdote. Je me souviens en réanimation un petit monsieur qui arrive, vivant depuis toujours, au fond, avec une sorte de maladie des os de verre, tout petit, un peu comme Petrucciani, au fond de son fauteuil roulant, qui lui tenait la tête avec une trachéo à demeure, comme ça, un peu difforme, avec des gros yeux. Je vois arriver ça en disant, oula, une pneumonie, est-ce que ça a un sens, quoi? En même temps, traiter une pneumonie, c'est l'affaire d'antibiotiques, au fond, hein, et puis d'un peu de support vital. Mais je me dis, est-ce que ça a un sens? Et puis je me ravise en disant, bon, c'est la garde, ne prends pas de décision hâtive, tout ça est une procédure collégiale, fais ce que tu as à faire de réanimer. Donc je réanime ce monsieur, et le lendemain, après m'être posé beaucoup de questions et avoir frôlé à deux doigts l'idée de mettre en route d'emblée une sédation terminale, en disant bon, ça va, à l'automne d'une vie qui s'éternise, on va pas continuer dans d'atroces souffrances, cette vie qui a pas de sens, mais qui était ma projection au fond, hein. Le lendemain, je passe la main aux gens de la semaine, et puis il y a une procédure collégiale, et puis toutes les familles arrivent. Puis je reviens dans l'après-midi pour voir comment ça se passait, et je vois que dans la chambre du patient, il y a plus d'une quinzaine de personnes, et ce qui est très inhabituel. Normalement, on a le droit qu'à 2 personnes. Et il y a tous les jeunes de la cité qui sont en train de blaguer avec le patient, et lui va mieux parce qu'il a eu ses antibiotiques, qu'il a été ventilé pendant quelques heures, il va beaucoup mieux, et donc il sourit, il est rose, et il blague avec tout le monde, et je me rends compte en discutant avec les gens qui sont même en dehors, parce qu'il y a 15 personnes dans la chambre, mais il y en a encore 15 à côté, que cette personne est au fond la mascotte de la cité, que tous les jeunes se relaient pour porter son fauteuil roulant jusqu'au 8e étage, dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur, et où tous les jours, on le fait monter, descendre plusieurs fois avec l'entraide de tous les gens autour, et qu'au fond, il est le pilier, le point d'ancrage de tout le groupe social. Et que oui, sa vie a une extraordinaire importance. La preuve, le lendemain du jour où il est hospitalisé, il y a plus d'une trentaine de personnes qui viennent le voir. Et je me dis, waouh, j'ai frôlé à deux doigts le fait de décider que ça s'arrête de manière complètement univoque, sans avoir pris en compte tous ces éléments. Donc depuis, ça m'a rendu très humble sur qu'est-ce qui valait la peine d'être vécu ou pas, avec cette impossibilité, quand on est bien portant et qu'on a un regard extérieur, d'avoir les idées claires sur cette demande de mort, ou ce qui pourrait paraître une évidence que la mort est là. Oui, c'est très important le mot que vous employez, la projection. On fait toujours une projection. On fait une projection en disant, moi, je veux pas vivre comme ça, ou moi, j'ai pas. Alors que la réalité, c'est pour ça que la demande mérite d'être explorée vraiment. Une grande partie des demandes de mort, c'est autre chose. C'est regardez-moi autrement que avec ma maladie, avec mon handicap, regardez autre chose. Je suis une personne. Et vous dites vous-même que l'extérieur, ce qu'on montre, est vraiment important parce que
ça nous renvoie à quelque chose de difficile. Et j'allais dire, le médecin n'est pas à l'abri de sa propre angoisse de mort en plus. Cet autre qui va mourir, il me rappelle quelque chose. Donc si ça va vite, peut-être que ce sera plus facile pour moi aussi. Puis surtout, s'il meurt, c'est moi qui ne meurs pas. Enfin, y a tellement d'enjeux qui sont là-dessous et qu'il faudrait développer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, ça mène au danger de donner une permission. Voilà. Parce qu'à partir du moment où la permission existera, légalement, on ne sait pas où on va. Parce que la demande de mort, si je demande à mourir, si je vais consulter demain quelqu'un qui pratique des euthanasies, ça va être très très simple, il va me dire, ah bon, oui, quand, à quelle heure? Je veux dire, si j'ai les critères, je dis que j'ai un peu mal partout, voilà. Et si la réponse c'est à quelle heure et quand et comment, je ne suis pas entendue d'une certaine manière. Ils diront qu'ils ont répondu à une demande, certes, mais elle n'a pas été explorée. Et la plupart du temps, il faut du temps, de la durée pour explorer une demande. Il y a beaucoup de situations très, j'allais dire presque amusantes, de personnes qui arrivent dans un service de soins palliatifs avec une demande de mort. Bon, on ne le fait pas puisque c'est encore illégal, mais pour plein d'autres raisons, c'est pas l'option dans les soins palliatifs. Et puis, le médecin, c'est un médecin une de nos consoeurs qui raconte ça, je trouve ça extraordinaire. Elle s'installe à côté de la personne, puisqu'on s'assied, on discute, on est au même niveau de la personne, à hauteur de Dieu. Une grande discussion qui se fait sur cette demande de mort, et puis au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on s'en va et on repart. Et au moment où le médecin quitte la pièce, c'était pendant la période Covid, la patiente dit « Ah, est-ce que vous penserez à me faire mon vaccin Covid? Parce qu'il ne faut quand même pas que je meure de ça. » Extraordinaire. On demande de mort extraordinaire. Et des situations comme ça, il y en a plein tout le temps. Ce qui veut dire l'ambivalence dans la tête même des personnes. Et en fait, la plupart du temps, la demande de mort, c'est quand même souvent une demande d'aide, de regard, mais aussi souvent de prise en charge pour des douleurs ou de la peur de la douleur. On dit bien que c'est pas seulement la douleur ressentie au moment, mais c'est la peur de l'évolution qui peut-être demain j'aurai mal ou peut-être demain je serai pas pris en charge. Donc il y a un ensemble de choses. La difficulté, c'est qu'actuellement, on ne peut pas promettre de les prendre en charge. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a des départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs, mais pas seulement. Parce que tout le monde n'a pas besoin de l'unité de soins palliatifs, qui est quand même un niveau de soins réservé aux personnes qui sont en situation complexe, vraiment. Mais on a tous besoin d'accompagnement, de prise en charge de la douleur, de prise en charge. Ça, on devrait tous y avoir accès. Or, les médecins sont mal formés. Si vous avez besoin d'un rendez-vous dans le centre de la douleur, en tout cas à Paris, il faut 6 mois. Ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une grande complexité. Et il y a vraiment des personnes qui vivent au long cours avec des douleurs insupportables. Donc, on peut imaginer qu'on demande à mourir quand on est dans des douleurs insupportables que personne ne sait vous prendre en charge. Il y a vraiment quelque chose de prioritaire chez nous, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins de douleur ou aux symptômes complexes qui puissent être pris en charge de manière convenable. La difficulté, c'est que, vous le savez, c'est que le personnel soignant n'est pas forcément bien considéré, bien reconnu, que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, qu'une infirmière en moyenne en France travaille une dizaine d'années avant de lâcher tout parce qu'elle n'en peut plus, parce que il faudrait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de soutien, j'allais dire, et puis de reconnaissance de ce qu'est le soin au sens large, pas le soin seulement technique de je fais ça, je fais ça, je fais ça, avec un timing contrôlé, mais le soin, c'est-à-dire que prendre le temps pour les soignantes, pour l'infirmière, je ne parle pas du médecin parce qu'il a encore moins de temps que les autres, mais de rester dans le dialogue avec la personne, de la rassurer. Chacun de nous qui a fait l'expérience, moi je viens de le faire récemment pour quelqu'un de ma famille, constate l'absence de dialogue et la panique que l'on génère chez chacun des patients parce qu'on ne lui explique rien, on lui fait faire un truc, on l'envoie là, il n'y a pas de mots, rien n'est dit. Il suffirait de quelques instants de prendre le temps de dire les choses pour apaiser beaucoup de situations et que les demandes s'effacent. C'est le constat d'ailleurs dans la plupart des unités de suivi de soins palliatifs ou de prise en charge où on prend le temps, c'est que les demandes disparaissent. Dès lors que la personne est soulagée, qu'elle se sent
protéger, parce qu'il y a une question oui, de protection. Et au moment où on est vraiment malade, c'est-à-dire quand on parle plus dans un bureau à 40 ans en pleine forme, au moment où on est vraiment malade, il y a quelque chose de régressif parce qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous. C'est pas négatif, c'est juste qu'on a besoin de ça. Enfin, tout le monde en fait l'expérience. Vous avez 42 fièvres, même sans pathologie grave, ben c'est bien que quelqu'un vous apporte quelque chose, prenne 2 minutes avec vous, etc. Des choses très simples au fond. Et ces choses-là, c'est devenu même difficile. Peut-être qu'on se rapproche doucement du bout de notre entretien. Il y a J'imagine. encore deux éléments sur lesquels je suis intéressé à vous entendre. C'est ce mot de soin, lui aussi, a été galvaudé, transformé, je pense au Québec notamment, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ça? Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire de ce que deviennent les soignants dans cet acte de mort administrée? Parce que j'ai interrogé Hélène Stroll, qui est une amie ancienne inspectrice en chef de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui était très concernée par cette question de mais que deviennent les soignants dans cette histoire? On leur fait faire quelque chose qui est pas forcément ce pourquoi ils ont prêté serment, ce pourquoi ils ont fait leurs études, ce pourquoi ils ont et quelle charge on leur fait porter. Et c'est non seulement les soignants, mais c'est aussi la famille dans cette histoire. Parce qu'on met en avant la dignité, la liberté, mais on parle assez peu de ceux qui vont suivre, de ceux qui vont devoir retisser le tissu du monde une fois qu'il s'est déchiré par la mort d'un proche. Et est-ce que la loi qui prévoit aussi de travailler avec les familles, de les former, de les aider dans leur deuil, de les accompagner? Est-ce que quelle place prend la famille dans cette mort administrée qui est proposée par la loi? Et puis je rappelle au passage que vous avez contribué voilà, dans cette œuvre collective dont vous nous parlez. Vous aussi, vous le faites dans cette façon de contribuer à d'autres ouvrages, et notamment un ouvrage sous la direction d'Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui s'appelle Fin de la vie, les devoirs d'une démocratie. Et qui essaye de placer cette question de la fin de vie dans un contexte plus large, qui est voilà, la question d'un vivre ensemble et d'un mourir ensemble quelque part. Et puis de l'autre côté, un autre ouvrage que vous avez coécrit avec Jean-Marie Gomas, qui s'appelle Fin de vie, peut-on choisir sa mort? L'idée de peut-être cette illusion du choix. Voilà. Donc je rappelle ces ouvrages que nos auditeurs peuvent retrouver, et puis je vous interroge sur cette question à la fois des soignants et puis de ceux qui vont suivre, des familles. Alors c'est intéressant que vous présentiez les livres, parce que le livre que j'ai écrit avec Jean-Marie Gomas, on l'avait écrit, il est paru en 2022, parce que si on refait un petit peu l'historique de là où on en est sur le plan législatif, en 2021, il y a eu une niche parlementaire où il était question en une après-midi de voter une loi qui permettrait l'euthanasie. Voilà, tout simplement. Une niche, c'est-à-dire qu'une niche parlementaire sur le plan administratif, c'est limité dans le temps, ça s'arrête à minuit de ce jour-là. Donc, dans l'après-midi, on devait voter pour l'euthanasie, avec aucune préparation, aucun travail préparatoire, personne n'était concerné, etc. Et puis, donc, nous avions beaucoup travaillé, puisque nous l'avons su 3 mois avant, pour donner des informations aux députés qui étaient quand même, quelques-uns étaient assez scandalisés par cette idée-là. Et en travaillant sur ces documents, nous nous sommes aperçus qu'autour de nous, y compris un certain nombre de médecins, mais qui ne s'occupaient pas de fin de vie, il y avait une méconnaissance absolue de ce sujet. Donc, pourquoi pas? La plupart des gens disaient, ah bah oui, ils demandent l'euthanasie, pourquoi pas? Effectivement, c'est une vraie question. Ils demandent l'euthanasie, pourquoi pas? De quel droit j'irais-moi lui dire qu'il n'y a pas droit? Et en fait, c'est en travaillant sur l'impact, non seulement immédiat, comme on l'a vu tout à l'heure, mais beaucoup plus large de cette demande, que évidemment on peut changer d'avis, et j'allais dire on doit changer d'avis, ou on va changer d'avis. Ce qui est plus compliqué pour les politiques, parce qu'ils se sont tellement engagés dans une idée que c'était comme ci et comme ça, que c'est difficile pour eux de dire ah ben finalement j'ai changé d'avis, même si l'argumentation, parce que quand même l'argumentation qui s'oppose à cette loi est extrêmement solide. Je veux dire, on touche à des choses très profondes et à des modifications sociétales profondes. Et vous reveniez donc sur cette notion de soin.
alors, on parlait au début de notre conversation du vocabulaire. Alors, pourquoi le Québec a parlé de soins? Une fois de plus, c'est une question juridique, puisqu'ils ont dépénalisé avant le Canada, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ce qui montre la perversité du glissement constant du vocabulaire, c'est qu'au départ, il parlait au Québec du soin ultime. Et maintenant, à l'heure actuelle, quand une infirmière, puisque les infirmières pratique l'euthanasie au Québec, eh bien, l'infirmière part et dit « je vais faire le soin ». Et ce qui est venu, quand on dit le soin, quand elle dit le soin, elle parle de l'acte létal, de l'injection létale, c'est-à-dire de la piqûre qui va injecter un produit qui va faire mourir la personne en quelques minutes. Voilà, parce que c'est ça une euthanasie, il faut savoir ça. Donc, c'est montrer à quel point on a dérivé. Et effectivement, si on va plus loin, les pro-euthanasie, les lobbies pro-euthanasie en France veulent absolument que l'euthanasie soit considérée comme un soin, puisque, une fois de plus, c'est tout à fait édulcoré. Qui refuserait d'avoir un soin? Alors, évidemment, là, on va à l'encontre de la définition même du soin, de la mission soignante fondamentale, qui est justement la prise en charge, l'accompagnement. Quand on dit qu'on arrête un traitement et qu'on n'arrête pas les soins, ça veut dire qu'on arrête un traitement actif, c'est-à-dire par exemple une chimiothérapie ou une dialyse, mais qu'on continue les soins, ça veut dire la prise en charge de la personne, les massages, les soins de bouche, le traitement antalgique qui sera considéré comme un soin, etc. C'est vraiment une prise en charge holistique, une prise en charge globale, et puis l'attention à l'autre, l'accompagnement, la prise en charge psychologique, et qui s'étend, puisque vous parliez des familles, qui s'étend bien entendu aux proches et aux familles en général. Quand vous avez une euthanasie ou un suicide assisté, l'acte se fait et puis c'est fini. Et puis les familles, elles se débrouillent avec ça. Donc on voit bien, il y a eu des études faites en Suisse après les suicides assistés où on voit que le stress post-traumatique est important, plus important que dans un décès qu'on a pu accompagner. Parce qu'on a beau dire c'est formidable, c'est une mort extraordinaire, on était là, etc. C'est une mort violente à laquelle on assiste là, tout de suite en direct. Assister en direct à la mort de son proche, je pense qu'on peut en parler à notre psychanalyste pendant quelques temps, hein, c'est pas tout simple non plus. Quand on sait en plus que, il faut non plus pas se leurrer, toutes les familles sont pas des familles formidables, aimantes et attentionnées. Il y a des morts qui peuvent être intéressées et il y a des héritages à venir. Il y a un ensemble de choses dont la loi devrait quand même pouvoir tenir compte aussi, qui sont potentiellement très graves quand même. Donc, voilà, une fois de plus, le mot dérive, le mot laisse croire que voudrait laisser croire que c'est un soin, alors que c'est une administration de la mort en direct. L'euthanasie, le suicide assisté est une auto-administration qui pourrait se faire de manière, disons, qui serait, si on respectait des conditions comme l'Oregon, qui actuellement nous montre que c'est la moins pire des solutions. Mais c'est quand même une solution grave. C'est une solution. Il n'y a pas de bonne solution dès lors qu'on autorise la mort assistée. C'est pas possible parce qu'il y aura un effet, un impact, parce qu'il y aura une facilitation pour ceux qui veulent bien le faire. Il faut quand même rappeler que la plupart des médecins actuellement, ils sont opposés, même dans les pays qui ont légalisé depuis longtemps. Hein. Ils sont une minorité. Mais par exemple, il y a des choses intéressantes en Belgique. Moins de 8% des médecins qui répondent à une demande d'euthanasie sont formés aux soins palliatifs. Or, quand vous ne savez pas faire, parce que c'est une spécialité très particulière, même si elle n'est pas reconnue universitairement, c'est quelque chose de difficile, la pratique du soin palliatif. Moi, j'aime beaucoup l'expression de Claire Foucault qui dit que c'est une médecine de dentelle. Mais c'est vrai, c'est une médecine extrêmement attentive sur chaque symptôme, sur chaque situation. Si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas soulager, si vous ne savez pas prendre en charge les symptômes complexes, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre qu'une injection mortelle, finalement? Donc, il y a une vraie question sur l'adéquation entre l'offre, la demande, enfin, avec des choses qui sont en parasitage permanent. Il y a des biais partout. Donc, il faut vraiment revoir tous les niveaux avant d'avancer. Et ce qu'on a dit de manière récurrente, c'est que si déjà les lois qui existent en France étaient correctement appliquées, je pense qu'on n'aurait plus besoin de rien. Theo Bauer en Hollande dit « Si en 2002, on avait un soin palliatif tel qu'il pourrait exister maintenant, on n'aurait pas eu besoin de voter une loi pour l'euthanasie. » Parce qu'il restera toujours quelques personnes qui demandent à mourir, et ça c'est vrai.
Mais on ne peut pas faire une loi pour quelques personnes isolées. À la limite, qu'on laisse travailler la conscience du médecin qui va être en face d'elle. Au moins, on aura affaire à notre propre conscience et on saura. Mais avec les moyens dont nous disposons légaux actuellement, qui vont jusqu'à la sédation, qui vont jusqu'à l'augmentation des doses d'antalgiques, il y a très très peu de situations où réellement on doit provoquer la mort. Vraiment. C'est pour ça que c'est incomparable avec ce qui existait dans les temps anciens, comme on dit, quand les pro-euthanasie font référence à la bonne mort d'avant. Évidemment, les gens souffraient le martyre, n'avaient pas d'antalgique. Enfin, rien n'est comparable. Je veux dire, depuis ces 20 ou 30 dernières années, les progrès de la médecine à tous les niveaux sont considérables. Donc, les prises en charge, si on avait les moyens de le faire, si on avait le personnel, si on avait l'argent, pourraient être tout à fait suffisantes pour éviter j'allais dire, de basculer dans un autre monde. Ouais, merci beaucoup, docteur Pascal Fabre, pour tous ces éclaircissements, ces clarifications conceptuelles et sur les mots utilisés, sur la fragilité, la porosité que nous avons les uns aux autres, sur les projections qui sont mises en place par les gens bien portants autour de ces lois qui ne les concernent pas au fond et qui, tout en les concernant, parce qu'ils vont mourir un jour, ou ils seront malades, ou ils seront vieux un jour, et sur ce qui se passe dans notre société, qui au fond peut être considéré comme quelque chose d'assez grave, et en même temps peut-être une occasion de revisiter la question de la mort alors que plus personne ne voulait en parler, peut-être une opportunité à saisir pour nous tous, un kairos, comme disent les Grecs, un moment opportun où on peut remettre autour de la table ces questions pour retrouver, quand vous parliez de cet accompagnement, de cette dentelle de Claire Fourcade des soins palliatifs, je pensais qu'une grande partie de l'accompagnement de la souffrance, qu'elle soit au cours de la maladie ou au moment du décès, a trait à une sorte de réelle présence, déjà d'être là, sans même des mots, sans même de la technique. Réelle présence, c'est un terme qui a été utilisé par le grammairien George Steiner dans un de ses livres pour trahir cette idée-là que la présence les uns aux autres est déjà thérapeutique. Elle est déjà quelque chose qui vient amoindrir la souffrance. Et évidemment, après, il y a un arsenal technique. Pour les anciens, c'était les plantes médicinales qui pouvaient amoindrir la douleur ou des choses comme ça. Mais ce dont on s'est aperçu en anesthésie, c'est que la satisfaction des patients n'avait que très peu à voir avec le fait d'avoir des scores de douleur à 0 ou des scores de nausées-vomissements à 0. C'était pas ça le plus important pour eux. Bien sûr, c'était important, on n'a pas envie de se tordre de douleur, de vomir dans tous les sens, mais au fond, ils allaient pouvoir même tolérer des douleurs très importantes et des situations d'inconfort très importantes si seulement il y avait de la présence. Et que le plus important pour eux, c'était peut-être cette aide-soignante qui passait dans le couloir du bloc opératoire en disant « Oh, j'ai l'impression que vous avez froid, je vais vous chercher une petite couverture. » Comment vous vous sentez? Tiens, je vais m'asseoir avec vous quelques minutes pendant que vous attendez. Et que cette réelle présence-là, au fond, était plus importante que tous les protocoles, que toutes les kill pills, tous les cocktails lithiques, toutes les cabines d'auto-suicide qu'on pourrait créer, dans lesquelles il y aurait une béance absolument phénoménale de réelle présence les uns aux autres. Donc, voilà, peut-être que le réinvestissement de la bonne mort, c'est ce réinvestissement de la réelle présence au moment où quelqu'un est fragile et va peut-être passer de l'autre côté. Voilà, je vous laisse avec toutes ces questions et peut-être je vous donne le mot de la fin si vous avez envie de prendre quelques minutes pour conclure auprès de nos auditeurs, leur dire à la fois comment vous voyez cette loi, ce que eux peuvent faire aussi dans ce moment où on se sent très impuissant et on voit comme déferler des lois sur lesquelles on n'a aucune prise. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire quelque chose et comment s'en saisir? Merci beaucoup, Pascal. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité. Non, je pense que ce qui est important, c'est de penser aux générations qui vont nous suivre. Parce que qu'est-ce qu'on va leur transmettre comme modalité de regard et d'échange entre les générations, d'échange entre nous, de regard sur les personnes les plus fragiles. Je crois que c'est vraiment très important de revaloriser la dose d'humanité que nous avons en chacun de nous. C'est vraiment, je pense, l'essentiel maintenant. Et puis, de manière beaucoup plus pragmatique, sur là où on en est sur cette proposition de loi, qui a donc été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui sera examinée par le Sénat au mois d'octobre, c'est peut-être pour chacun d'entre vous d'aller
d'abord de réfléchir à cette question, de vous l'approprier, parce que c'est pas avec des mots, c'est pas avec des idées toutes faites, c'est d'y réfléchir, d'avoir vos propres arguments par rapport aux enjeux. Il faut en mesurer les enjeux, il faut lire, il faut se renseigner, il faut écouter différents points de vue parce que les médias publics sont quand même extrêmement orientés. Ne pas se laisser, j'allais dire, attraper par une manière compassionnelle de voir l'autre en disant « Oh là là, oui, il est dans cet état, il faut que… » C'est vraiment dépasser la compassion, c'est pas ça. C'est vraiment mesurer l'impact collectif de tout ce qui pourrait se passer. Et puis, rencontrer les députés, rencontrer les sénateurs et peut-être leur expliquer des choses parce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est pas « je suis pour, je suis contre », ça c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment argumenter et vraiment mesurer la gravité de cette loi. Je crois que c'est vraiment, le mot de la fin, ça peut être ça. Ce n'est pas une petite loi, c'est une loi fondamentale et laisser croire que c'est une loi de progrès et que ça va être formidable, c'est vraiment induire en erreur la majorité de la population et à terme, sans doute, laisser de côté de plus en plus la fraction de la population fragilisée. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé, j'ai sans doute être un peu brouillon, mais il y a tellement de choses à dire, c'est vraiment un enjeu fondamental. Voilà. Un grand merci Pascal, je pense que voilà, en parler, peut-être c'est l'enjeu le plus important et en parler aussi avec ceux qui vont le décider. On a vu que dans certaines discussions préalables au vote, il y avait moins de 70 députés dans l'hémicycle. C'est pas, ça va pas. Et donc, il faut absolument qu'on se sente un peu concerné par cette histoire et qu'on se la réapproprie. Merci beaucoup Pascal, bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée à tous.